Bonjour à tous. Pour la sortie de Brand Content, qui paraît donc au début juin chez Duno, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Mathieu, qui a participé à l'ouvrage, que je connais depuis 1986, qu'on était ensemble dans la publicité, et qui a élaboré toute une recherche autour de la singularité. Donc, pour resituer la participation de Patrick dans le livre, je rappelle que c'était dans le chapitre 3 qui s'appelle Comment définir un territoire éditorial de marque et qui a toute une partie qui montre et qui explique comment la singularité joue un rôle dans la définition de la stratégie éditoriale. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que Patrick, dont vous voyez la photo ici, euh, puisse présenter dans un premier temps la stratégie de la singularité, et puis qu'ensuite, on regarde quelques exemples de marques remarquables et qu'on regarde en quoi leur contenu est en lien avec leur profil de singularité. Alors, Patrick, ce que je te propose, c'est je te passe la main donc sur ton ordinateur pour que tu puisses nous montrer quelques éléments clés de ta démarche et de ton travail de recherche. D'accord. Merci Daniel. Donc, dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est juste préciser ce qu'est le concept de singularité en le différenciant du concept qu'on appelle l'identité. L'identité, c'est ce qui se voit. Donc, dans la barbe à papa que vous voyez, c'est la partie visible rose. C'est la substance, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on va construire dans le temps, c'est ce qui va devenir, par exemple, un territoire de marque. Ça s'adapte, ça porte la volonté de la marque et ça l'accompagne, mais c'est aussi quelque chose qui doit évoluer pour gérer l'ajustement permanent par rapport à son environnement. La singularité, c'est ce qui en donne la structure. Donc, au lieu de chercher à se reconnaître, c'est quelque chose qu'on va révéler progressivement. C'est l'essence, au fond, qui va se manifester à travers cette expression de la marque. C'est quelque chose, cette essence qui est constante, qui est stable dans le temps, qui se révèle extrêmement tôt dans la création d'une entreprise, mais qui est aussi contraignante parce que chaque fois qu'on la respecte, on va produire des choses qui vont avoir une perception de cohérence. Chaque fois qu'on s'en éloigne, on prend le risque d'être perçu comme étant moins cohérent, même si on dit des choses intéressantes. Et donc, construire sur cette singularité, c'est capitaliser, c'est construire un destin pour une marque, pour l'amener jusqu'au bout de son idée, et ça lui donne une puissance qui est assez universelle. Donc, ce travail, il passe par une forme de révélation. La manière dont on aborde la singularité, dans un premier temps, on va décrire les grandes facettes de ce qui compose, au fond, le fond de la proposition d'une marque, autour de trois concepts qu'on appelle souverain, guerrier et producteur. Alors, le souverain, ça évoque tout ce qui touche aux notions globales comme l'espace, le temps, le pouvoir, les idées, les concepts, tout ce qui touche à la grandeur, tout ce qui touche aussi au champ de la création au sens propre du mot création. Donc, des choses assez vastes qui s'inscrivent dans une temporalité longue. La composante guerrière, qui n'a rien à voir avec le fait d'aller en guerre, bien sûr, c'est symbolique, elle est liée à tout ce qui touche à l'énergie, à l'action, au mouvement, à la force, à la conquête ou à la défense. Et donc, par exemple, l'innovation va être quelque chose qu'on va qualifier de guerrier. Le troisième volet qu'on va observer, c'est le volet qui se passe dans le présent, qui touche la matière, qui touche le corps, qui touche les produits, qui touche l'expérience, qui touche la nature, les objets, les relations aussi entre les personnes et tout ce qui est au sens large lié à la fécondité. Ces trois concepts, souverain, guerrier, producteur, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à Georges Dumézil qui a beaucoup travaillé sur le fondement de ces concepts. Ce qu'on a constaté, c'est que ces trois composantes qu'on retrouve dans toute marque, au fond, elles vont s'articuler entre elles de différentes manières selon les marques. La première façon, donc, pour comprendre ça, ce qu'on a besoin, c'est d'intégrer ce qu'on appelle les trois plans, dans lesquels on va retrouver les notions un peu familières de pourquoi, comment et quoi. Le pourquoi caractérisant la finalité, ou ce qu'on va appeler les fins de l'entreprise au sens de Max Weber. Le comment va traduire l'investissement que l'entreprise va fournir, et en particulier son investissement spécifique pour se mettre au service de cette finalité. Et le quoi va traduire la valeur ajoutée, la matérialité, ce qu'on peut appeler les conséquences, et donc là où on va créer la valeur à proprement parler. Ce qu'on a constaté, c'est que ces trois
composantes, ces 3 plans, pourquoi, comment et quoi, étaient chacun d'entre eux gouvernés par une des 3 fonctions qu'on vient de voir, le côté souverain, guerrier et producteur. Je vais un peu vite pour cette intervention, mais tout ça donne une combinatoire et donc, au final, produit 6 grandes familles de singularités. Et chaque marque qu'on va analyser, comme on va le voir juste après, va s'inscrire en fait dans l'une de ces 6 grandes familles qu'on appelle des noyaux de singularité. Donc vous avez en haut du schéma ceux qui sont plutôt en bleu, qui sont portés par la dimension souveraine, qui est celle qui agit en premier, avec des marques comme Coca-Cola, par exemple, qu'on appelle les souverains magiciens, et qui cherchent à être la référence de leur environnement, à occuper pleinement leur place. De l'autre côté, en bleu clair, vous avez des entreprises qui, elles, sont portées toujours par ce côté souverain, mais dans sa dimension temporelle, avec l'idée d'organiser les choses dans la durée, de protéger la vie. Le Décathlon, par exemple, est un bon exemple, à travers l'idée d'avoir des valeurs fortes partagées, comme le sport, autour d'un principe vital accessible à tous. Ensuite, dans la partie qui est en bas à gauche, vous avez ceux qui sont portés par le côté guerrier, donc le rouge et le magenta. Donc, je vais commencer par le magenta avec l'exemple de Nike. Là, l'idée, c'est que ce sont des marques qui sont portées par le côté dynamique et transformation. Ces marques qui apportent de l'innovation et de la rupture sur leur marché. Nike est vraiment typiquement une marque qu'on appelle les game changers, c'est-à-dire des marques qui arrivent avec une vision complètement différente de ce que peut être leur discipline, leur métier, et qui vont le proposer, et qui proposent aussi aux sportifs eux-mêmes une vision différente, puisque tout individu ayant un corps, il est un athlète, et donc est susceptible d'acheter des produits Nike. Le deuxième exemple, c'est les guerriers qui travaillent plus par le dépassement de choses qui paraissaient impossibles à résoudre. Là, l'exemple que j'ai pris, c'est Tesla. Tesla, personne ne croyait vraiment aux voitures électriques jusqu'à ce que Tesla en place et les rende désirables. Donc, ils ont dépassé un certain nombre de contraintes, de croyances qui existaient pour proposer des véhicules qui ont une aspiration très forte et on voit bien l'impact sur le cours boursier de l'entreprise qui est considérable. Les deux suivants, donc le jaune et le vert, sont ceux qui sont portés par la composante producteur. La composante producteur, c'est celle qui est centrée sur l'idée d'expérience. Avec, pour l'exemple de L'Oréal, ce qu'on appelle les producteurs séducteurs, l'idée que l'expérience est maximum si on utilise tout son propre potentiel. Et donc, c'est des marques qui vont travailler à accompagner leurs clients dans le fait de révéler leur potentiel et la valeur qui est en eux. Et puis, vous avez la deuxième variante des producteurs, qui sont plutôt ceux qui vont travailler à démocratiser, à donner accès à ce qui va venir enrichir votre vie et préparer une vie meilleure. L'exemple dans ce cas-là est en Google, avec l'idée qu'Internet, c'est formidable, mais que sans un moteur de recherche gratuit et très, très performant, ce serait plus compliqué d'y avoir accès. Donc, ces 6 schémas, évidemment, je pourrais vous les décrire beaucoup plus en profondeur. On va revoir quelques-uns avec des exemples, Daniel, si tu veux bien je te repasse la main. Merci Patrick. Donc, je reprends la main. Donc, Patrick, je te propose qu'on commence par Michel et Augustin. Donc, c'est quoi comme type de profil? Donc, Michel Augustin, ça s'inscrit dans le profil des guerriers humains. Ce qu'on va retrouver déjà avec l'identité visuelle de la marque, puisque on a une alliance de 2 personnes, ce qui est très fréquent chez les guerriers. Il y a l'idée de faire alliance, et on verra un peu plus tard, je pense que la mise en scène de l'équipe de Michel Augustin est très importante. Ensuite, on a un côté ludique. Les guerriers, ils ont un côté un peu enfantin parfois. Ils aiment bien provoquer. Et donc là, les 2 personnages qui se mettent en scène avec une sorte de caricature d'eux-mêmes qui les rend sympathiques, mais qui donne un côté assez enfantin, qu'on retrouve avec le côté trublion, avec le papier craft, avec le côté déchiré de l'étiquette, etc. Donc, voilà, il y a déjà une mise en scène qui est un tout petit peu provocatrice, mais gentiment, qui déjà annonce un petit peu la couleur. D'accord. Donc, ça, c'est un aperçu de leur histoire, de leurs produits, avec la fameuse mousse au chocolat. Il y a une mise en scène de la croissance de l'entreprise, de cette diversification comme ça qui est importante. Donc, ils jouent beaucoup sur l'humour, évidemment, même la parodie. Oui. C'est une provocation appliquée un peu à eux-mêmes. Hein, mais ils ont osé se mettre en scène d'une manière un peu décalée. Donc, Et ce qui est frappant en termes éditoriaux, c'est leur implication dans la pâtisserie, puisqu'ils ont
carrément créé un bouquin pour passer le CAP de pâtissier, un bouquin Oui. et un programme de formation même. Il se positionne dans la transparence, et qui est un sujet d'époque aussi, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont mettre en scène, au fond, le fait qu'il n'y a pas de secret dans ce qu'ils font. Hein, ils jouent pas, ils sont pas dans une culture traditionnelle, on va dire, du secret de fabrication, de la recette à la Coca-Cola dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, on connaît et la recette et on peut même apprendre leur métier. Donc, en fait, ils ouvrent complètement les portes en montrant qu'en fait, c'est pas par le secret qu'ils font les choses, c'est parce que c'est bien fait. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est leur bananerie où ils donnent rendez-vous à des personnalités, où il y a leur équipe. La transparence, hein. Vous pouvez venir chez nous, voir comment ça se passe. Donc, qui est à la fois très moderne, mais qui est aussi, chez les guerriers, l'idée qu'on n'a rien à cacher. Hein, que le guerrier, il doit être franc. Donc, il y a une sorte de franchise qui s'exprime à travers ça. Voir une pop store. Bon, le livre, la caution des personnalités, c'est quand même une confirmation du côté un peu légendaire de l'entreprise. Hein. Ils créent leur propre légende. Ils créent leur propre légende et en mettant en scène leur propre histoire, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce que le guerrier, il a besoin de son heure de gloire. Et donc, on va le retrouver à travers ça. Bon, là, on voit bien sûr beaucoup l'équipe. Là, c'est le Hein, film qui raconte comment ils ont été à la rencontre de Starbucks. voilà. Et donc là, c'est toujours la transparence qui est en jeu. C'est on se met en scène, on n'a pas peur de presque du ridicule, et en même temps, on vous montre ce qui se passe chez nous. Et en faisant ça, on est inclusif puisque on intègre finalement le consommateur dans l'entreprise. On est presque autant un membre de l'entreprise qu'eux-mêmes. On peut apprendre leur métier, donc on peut en faire partie, comme eux font partie de chez nous, on fait partie de chez eux. C'est une capacité d'inclusion comme ça qui est très intéressante. Je crois que quelque part, ils mettent en scène aussi, à travers cette idée de passer le CAP de cuisinier, le fait que tous leurs collaborateurs l'ont fait. Même le directeur financier a passé son CAP. Alors, je te propose qu'on parle de Uniqlo. C'est quoi comme profil? Donc, Uniqlo, c'est le même profil que Michel Augustin. C'est aussi un profil de guerrier humain. Alors là, on a un indice un peu différent. C'est le logo carré, rouge, écrit en blanc en majuscule. C'est un type de logo assez fréquent et c'est exclusivement utilisé par les entreprises de ce profil, qu'elles soient japonaises ou autres, finalement. Bon. Alors, on va se balader un peu dans ce qu'ils font. Ils ont des piliers de thématiques, la mode, le sport, l'origine japonaise, l'art et l'innovation, avec une philosophie qu'ils appellent le lifeware. Est-ce que tu peux commenter leur philosophie? Est-ce qu'elle est typique de cette catégorie? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le guerrier humain, il est lié beaucoup à l'idée de performance. Et donc là, quand on voit l'idée d'améliorer le quotidien, il y a vraiment l'idée de prendre les petites choses de la vie quotidienne qui n'ont pas été traitées par les autres et de les améliorer. Donc au fond, c'est une amélioration incrémentale, un peu permanente, qui est mise en scène par ça, avec un vrai engagement, parce que les marques de vêtements, finalement, ne s'occupent pas forcément énormément de l'usage. Et eux, en fait, ils vont faire un lien entre la fabrication de l'objet et l'usage, sa durée de vie, etc. Donc, il y a un vrai engagement d'un vêtement contributif, pas simplement d'un vêtement fonctionnel. Ben, On est au service du confort, donc là, il y a de la performance de confort, le heat tech, la performance sur la température, la performance sur l'aération. Donc, on voit qu'il y a une maîtrise technique du métier, le dry stretch pour les pantalons, alors que ça reste de la mode, on a des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités de performance qui vont être mises en scène aussi avec l'utilisation des robots, par exemple, pour montrer qu'il y a une très grande maîtrise. Et là aussi, un peu comme on avait avec Michel Augustin, ils nous font un peu rentrer dans leur univers, dans leurs préoccupations, dans leur métier, et ils nous font partager, en fait, de la connaissance assez en profondeur. donc, ils sont très marqués par le Japon. Beaucoup de choses sont décidées de là-bas. Une origine assumée, Une on va origination. dire. Ouais. Bon, L'art. les vêtements qu'ils vendent ne sont pas
typiquement japonais. Par contre, ils vont mettre en scène leur culture d'origine pour montrer que là aussi, ils sont présents, ils ne se cachent pas derrière leurs vêtements. Il y a toujours cette idée d'une technique qui vient fonder cette capacité à se dépasser à travers une culture de l'artisanat, notamment, qui crée la compétence. Même là, ce qu'ils expliquent sur la maille, par exemple, on rentre aussi un peu dans une mise en scène de leur fabrication. On est là aussi dans la mise en scène de la compétence partagée, le métier à tisser, etc. L'art, ça vient figurer quelque chose qui est important pour les GPS, c'est l'idée qu'on peut faire à la fois quelque chose qui est très populaire et qui en même temps vise très haut. Il y a un grand artiste qui avait ce profil-là qui s'appelait Andy Warhol. Andy Warhol, il a fait du pop art, donc de l'art populaire, un art à part entière. Chez Uniqlo, il y a un petit peu un côté comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une marque qui fait des choses de la vie quotidienne, mais qui les positionne dans leur grandeur, dans leur excellence. Elle en fait quelque chose qui a un statut, même là, la présentation de la maille, par exemple, et des couleurs, ça ressemble à une gamme d'artistes, à une palette d'artistes. Donc, il y a toujours une esthétisation de leur façon de faire qui montre qu'ils visent très haut, dans la qualité, dans l'exigence et dans l'excellence. C'est un peu le CAP de pâtissier, mais en version CAP de fabrication de tissus. Là. Donc, troisième exemple, nature et découverte. C'est quoi comme type de profil? Donc, nature et découverte, c'est un profil producteur qu'on va retrouver avec l'idée de la nature, et dans le profil des producteurs réinventeurs. Donc, ceux qui vont enrichir la vie en donnant accès, au fond, à ce que propose la nature, puisqu'il y a cette figure un peu globale, voilà, et qu'on va retrouver par la mise en scène, évidemment, systématique de la nature. Il y a une sensorialité qui est assez importante dans les magasins, puisque ils ont aussi bien l'odeur de cèdre que la lumière clair-obscur, l'ambiance musicale, même le thé d'accueil. Tout... Voilà. Au fond, on pourrait dire qu'un magasin nature et découverte, c'est un peu comme un Apple Store. C'est un lieu d'expérience. C'est un lieu d'expérience sensorielle, c'est un lieu dans lequel on va recevoir par tous les sens, au fond, de l'information qui va nous permettre d'entrer dans cet univers et de se faire enrichir finalement par toute cette force de proposition sensorielle. Avec des ateliers pédagogiques. Donc là, ce qui est important, c'est que les producteurs inventeurs, ils ont ce qu'on appelle une modalité souveraine, c'est-à-dire que leur manière de faire, elle est un peu par la tête. Et donc, chez Nature et Découverte, qui entre par le côté producteur, donc le côté sensoriel, on va en fait derrière ça avoir une composante beaucoup plus intellectuelle sur l'information, sur la pédagogie. On va parler du temps, 40 minutes pour comprendre, 20 minutes pour s'inspirer. Donc en fait, on voit que l'investissement en temps, l'investissement en pensée permet d'entrer plus loin et d'approfondir comme ça pour justement pour s'impliquer concrètement, pour avoir la vraie composante de découverte qui vient à côté du non-nature dans leur nom. Donc, ce n'est pas qu'une découverte sensorielle. La sensorialité invite à entrer dans une découverte plus cérébrale, plus pensée, plus partagée, plus verbalisée, et qui va être mise en scène par tout un tas de documents, les livres, les newsletters, les ateliers, etc. Ok. Voilà. Alors, on peut peut-être enchaîner sur Vuitton. Alors, peut-être, si on voulait être dans l'ordre des noyaux, on aurait pu enchaîner sur Decathlon, mais bon. Decathlon. Alors, Decathlon. Donc là, je l'ai évoqué tout à l'heure en présentation. Donc Decathlon, c'est dans la famille des souverains qu'on appelle les souverains juristes, donc ceux qui s'inscrivent dans la durée, dans le partage des valeurs. Okay. Bon. Donc là, on démarre tout de suite sur de l'historique. C'est intéressant par rapport à la durée. Et ensuite, il y a l'idée d'intégration, donc tout sous un même toit, c'est-à-dire toutes les choses différentes au même endroit. Tu peux revenir sur le trocathlon. Là, on est typiquement dans la démonstration de l'accessibilité, parce que leur valeur, c'est que le sport, c'est pour tout le monde, et qu'il faut donc créer des choses de grande qualité pour tout le monde, ce qu'on va retrouver après.
le Trocathlon montre qu'ils sont même capables d'intégrer la revente de leurs propres produits. On le retrouve sur des téléphones portables ou d'autres par ailleurs, mais en général, ça ne se fait pas dans la marque. Là, ils l'organisent chez eux-mêmes, le marché secondaire. Ouais. Et Oui, les ateliers aussi qui vont entretenir les produits dans la durée. Donc, c'est à nouveau une preuve de l'engagement dans la durée. On ne cherche pas à vous vendre un truc nouveau. Si on peut réparer celui que vous avez, on le fait en premier lieu. alors, ils ont des lieux qui sont des lieux de démonstration où on peut expérimenter les. L'idée de village, c'est un concept qui est très important chez les souverains juristes, qu'on appelle la cité. Et la cité, c'est une unité collective, au fond, d'habitation. Alors, ça peut être une toute petite cité, ça peut être un pays hein, qui a une valeur de cité. Et donc, le Décathlon Village, c'est intéressant parce que c'est un lieu de vie. Ce n'est pas simplement un magasin. Et on le fait bien. Hein, c'est-à-dire qu'on investit des moyens pour la mise en scène, pour le matériel technique, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas un alibi, le lieu de vie, c'est vraiment une façon de voir les choses très concrète. C'est pareil pour la réparation des vélos, c'est pas planqué au fond d'un magasin, c'est à l'entrée. C'est vraiment, on joue le jeu jusqu'au bout. Et là, la constitution d'un panel de marques comme ça très important, ça montre qu'en fait, à l'intérieur de Decathlon, il y a tout un monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils incarnent la diversité non seulement à travers les différents produits, mais même à travers les différentes marques. Et les différents produits emblématiques qu'on voit là sont des produits qui ont eu énormément de succès parce que pour pas très cher, ils étaient extrêmement innovants par rapport à tout ce qui existait sur le marché. C'est-à-dire qu'ils ont pris des initiatives très pragmatiques de se dire, mais au fond, de quoi les gens ont besoin pour pratiquer et pas qu'est-ce que je peux leur vendre de plus cher. Et donc, ils ont créé comme ça un certain nombre de produits qui sont devenus des fétiches. Alors, dans le contenu éditorial, ils ont une partie conseil sport, hein. Ils ont comme ambition de mettre 80% des Français au sport. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que tout le monde doit faire du sport. Donc, là, à nouveau, le conseil, c'est un peu comme l'idée de quelqu'un qui vous transmet l'information, qui vous transmet une certaine sagesse de comment on fait les choses. Ils vous introduisent en fait dans ce milieu de manière très, très soft, très progressive, très accueillante. Ils m'ont expliqué que pour cette vidéo qui explique comment réparer sa combinaison de surf, ils ont refait 3 fois la vidéo jusqu'à ce qu'elle soit vraiment parfaite et qu'elle soit au top de la visibilité. Je disais, c'est leur souci de l'autre, de prendre en compte les gens comme ils sont, les, est très important et de faire les choses depuis ce besoin réaliste de façon très qualitative. Alors, Louis Vuitton, c'est un souverain magicien. Souvent magicien, absolument. Donc on parle de marques qui ont une ambition d'occuper leur espace. Donc on va voir que tout le rapport à l'espace est très très important chez Vuitton, à la fois l'espace des points de vente, mais aussi l'intégration du client finalement en lui vendant, au fond, en lui donnant un espace, puisqu'on lui donne un espace de voyage, par exemple. Historiquement, l'outil de Vuitton devient un outil pour soi-même aller conquérir son propre espace. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la marque par rapport à ça. Et donc, ils vont mettre en scène le monde entier. Les guides de voyage sont typiquement la preuve que la marque ne se contente pas de vendre un produit, elle vend bien quelque chose qui permet d'accéder à l'espace avec les clés qui sont nécessaires. Et donc, ce n'est pas uniquement la question du voyage, hein, je pense, qui est en jeu. Bien sûr, c'est l'idée de voyage, mais c'est surtout l'idée de maîtriser l'espace. On est partout chez soi, on peut faire le tour du monde, on a toutes les clés, donc on a son espace partout où on veut. Voler, voguer, voyager, voilà, vous êtes libre. Vous avez, on est un passeport pour l'espace entier terrestre pour l'instant. Oui, ils ont fait une expo au Grand Palais qui traitait aussi bien du voyage en train que en bateau, que en voiture, que en avion. Mais demain, ce sera en fusée, dès qu'il y aura des fusées, ils seront dedans. Alors l'art, bon, bien évidemment, la Fondation Louis Vuitton. Voilà, on voit un objet qui est un vaisseau spatial. Hein. C'est la première fusée, elle est déjà là. Les, Donc là, on est au plus haut niveau. Hein. C'est de l'art de premier rang hein, qui est mis en scène.
On avait vu tout à l'heure chez Uniqlo qu'il y avait une mise en scène de choses artistiques qui étaient plus pointues, qui étaient plus pour challenger. Là, on est dans des temples, hein, à chaque fois, qui célèbrent voilà, des choses qui viennent d'un autre monde. Si on regarde l'exemple de celui qui est au milieu, là, qui a une sorte de bulle, là, comme ça, on a l'impression que c'est à nouveau des sortes d'objets venus de l'espace. Et à chaque fois, il y a des figurations. Le soleil là, sur l'immeuble qui est à côté de la place Vendôme, le truc japonais là aussi qui évoque voilà, les montgolfières. Donc, tout ce qui va évoquer cette dimension de spatialisation, là, par exemple, le flagship de Vuitton sur les Champs-Élysées, on est sur un immeuble qui est lui-même quasiment une ville et qui est en plein milieu de la plus belle avenue de Paris. Donc, c'est une maîtrise de l'espace à nouveau énorme, avec des vitrines gigantesques, en plus sur les Champs-Élysées et sur l'avenue Georges Jospin. Et puis la collaboration avec les artistes. Là, c'est pareil. Les artistes célèbrent, au fond, une marque divine. C'est-à-dire qu'ils vont y apporter une dimension encore plus intemporelle, encore plus absolue. Et ce qui a permis à la marque de rentrer dans des métiers qui n'étaient pas les siens au départ, comme la haute joaillerie, la haute horlogerie, etc., qui n'étaient habituellement pas les territoires des marques de mode ou même d'accessoires, pour célébrer là aussi le fait que c'est une marque qui est capable de faire quelque chose d'absolu et d'avoir sa place dans tous les domaines dans lesquels elle intervient. Alors, pour le voyage. Ok. Je propose qu'on enchaîne sur une deuxième marque, Souverain Magicien. Oui. Absolu. Tu as prononcé le mot absolu. Voilà, donc on retrouve l'absolu, alors pour des raisons un peu différentes, mais si on regarde sur la bouteille ce qui est écrit en dessous d'Absolute, vous avez One Source, One Community, One Superb Vodka. Donc le One, voilà. Ça c'est le souverain magicien, c'est l'unité, c'est l'absolu. Là, on retrouve ça à travers la transparence de la bouteille aussi, hein, qui renvoie à la pureté absolue du produit, qui est l'acte fondateur, puisqu'elle s'appelle Absolute, la vodka, parce que à l'époque, en fait, quand la marque a été créée, les gens fabriquaient leur propre vodka qui était extrêmement toxique et que c'était la première fois qu'en Suède, on vendait une vodka absolument pure. Et c'est pour ça qu'elle a été au départ portée par l'État suédois lui-même, hein, qui voulait la santé de ses concitoyens sans les empêcher de boire. Alors, le groupe Pernod Ricard, c'est intéressant parce qu'il a repris cette marque. Il est lui-même un groupe souverain magicien. Donc, il a intégré une marque qui est fortement compatible avec sa culture. Donc, Absolute Art. Ils se sont carrément mis comme acteurs du marché de l'art. Ouais. Absolute. Donc là, on retrouve un peu Vuitton avec la Fondation Vuitton. La Fondation Vuitton est un des lieux culturels les plus fréquentés de Paris aujourd'hui. Hein. Elle est à l'égal du Grand Palais ou de choses comme ça. Là, c'est pareil. Ils se mettent comme acteurs de quelque chose, mais avec un rôle assez massif, quoi, assez puissant. Hein. De référence. La Affordable Art Fair, par exemple, bon, qui est un peu plus populaire que Vuitton, on n'est pas tout à fait dans le même niveau de gamme de produits, c'est aussi l'idée que ça peut être pour tout le monde. Donc tout le monde peut entrer dans l'univers de l'art. Hein, il y a toujours cette idée d'accéder à un univers. Donc Vuitton, c'est l'univers physique, hein, c'est du voyage, mais aussi de l'imaginaire du voyage. Là, il propose notamment l'accès à l'univers de l'art à travers, au fond, la médiation de cette marque. Alors, Absolute Night, ce qui est frappant, c'est la lumière. Cette lumière bleutée, typique. Absolute Art. Bon, le Art Award, ça va avec évidemment ça. Bon, on parlait de Warhol tout à l'heure, mais voilà, il y a cette appropriation comme ça du fait que on a un petit Andy Warhol soi-même si on achète la bouteille Absolute Vodka. Donc, quelque part, on fait partie des collectionneurs. On rentre dans ce monde-là. Bon, évidemment, avec la page blanche donnée aux artistes, qui est. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sens un peu sacrificiel, puisque la marque offre son propre espace physique comme espace d'expression pour les uns et les autres. Hein. Elle utilise cette transparence pour en faire aussi une page blanche.
Hein. Bon, là, il y a le côté inclusif, hein, toujours cette idée qu'on inclut tout le monde. Donc, voilà, l'opération LGBT, là, c'est pareil, qui est mise en scène toujours à travers le corps de la marque, hein, qui s'y prête. Bon, voilà, c'est toujours des opérations artistiques. Ils ont un festival de musique, mais pas seulement de musique, en Afrique, hein, qui s'appelle One Mhm. Source, qui mélange la mode, la photo, la musique, la danse. Voilà. Déjà, on retrouve la notion de one, hein, qu'on avait au départ, le one source, qui était le one source est ce qui est écrit sur la bouteille en parlant de l'eau. Hein. Donc là, ils en ont fait la marque du festival, la one source. En même temps, il y a l'idée d'unifier les choses et de créer un univers complet, y compris en Afrique. Ils sont une marque univers dans ce cadre-là. Voilà, les collaborations avec des artistes Ouais. et la mixologie. Il y a toujours cette idée dans les collaborations que la marque se donne beaucoup puisqu'elle donne son propre contenant pour porter toutes ces choses-là. Donc, c'est un geste absolu de donner son corps. Hein. Donc, elle ne donne pas son produit, mais par contre, le contenant est mis à disposition, ce qui est quand même assez rare, hein, que les marques osent aller jusque-là. Même quand Vuitton offre au fond sa surface d'exposition à des artistes, hein, Vuitton fait pareil, hein, avec Kusama, avec Murakami, etc. Vuitton a offert au fond son corps extérieur à l'autre. Donc il y a un accueil de l'autre comme ça. C'est une puissance de marque qui est extrêmement forte. Hein. C'est rare que les marques fassent ça de façon aussi massive. Super. Écoute, merci beaucoup, Patrick, pour ton intervention. Donc, Merci Daniel, je, on va retrouver ça sur un lien YouTube très prochainement. À très avec plaisir. bon. Merci pour ta contribution. On aurait envie d'en entendre beaucoup d'autres et peut-être